Bonjour à toutes et à tous. Alors dans ce titre, la technologie au service de l'usager, j'ai choisi de poser en fait une question. Quand on dit au service, c'est une définition très positive et j'avais envie de partager avec vous les questions qui sont posées sur l'irruption de la technologie comme étant un moyen formidable de donner accès à de l'information et dont il faut voir lucidement quelles sont ses conséquences, à la fois pour l'usager lui-même, mais pour tous ceux, les professionnels, qui sont en interaction avec lui. Alors, dans mon propos, je ne parlerai pas que d'usagers, puisque je vais m'appuyer sur des exemples que j'ai vécus. J'ai dirigé pendant très longtemps l'activité grande vitesse de la SNCF et j'ai créé le site internet voyagesncf.com. Et donc, j'ai quelques souvenirs très importants de ce qu'a été l'irruption du monde Internet dans le jeu des acteurs à l'époque et même encore maintenant. Donc d'abord, sur la technologie, je ne parlerai pas des systèmes d'information, je ne parlerai pas de la facilité dans les systèmes d'information, mais vraiment d'Internet comme étant l'outil complètement démocratique au service de tout le monde pour avoir de l'accès libre à de l'information. Et très objectivement, cet accès libre à l'information, il change tout. C'est rapide, c'est en général bien documenté, se pose la question de la qualité des données qui sont dedans, j'y reviendrai, mais c'est bien documenté, et ça donne à celui qui est en interaction avec des sites la capacité d'être un véritable acteur, au sens qu'il compare des données dans le monde entier. Et là où nous avons quelquefois des visions un peu hexagonales, cette ouverture, cette vision mondiale change complètement les choses et donne accès à du benchmark complètement naturel. Et je me souviens je vais vous donner deux exemples d'un truc qui était un vrai irritant quand je dirigeais la SNCF, c'est toutes les personnes qui voulaient des horaires de train à l'international ou qui voulaient des horaires de train même en France. Et chaque fois, j'avais droit à la longue lamentation en disant le site d'information de la Deutsche Bahn est bien meilleur que le site d'information de la SNCF. Ce qui était vrai, même pour des horaires de train en France. Et j'avais le plus grand mal à expliquer pourquoi. Enfin, moi, je savais pourquoi, parce que nous, on avait la réservation obligatoire, nous, on avait fait de la distribution une priorité et non pas l'information. Mais alors ça, quand vous expliquez ça à un client, il n'en a vraiment rien à faire. Et le résultat, c'était qu'en permanence, il fallait qu'on s'explique sur pourquoi le site de la Deutsche Bahn est meilleur que celui de la SNCF. Alors, j'avais arrêté et j'avais dit, écoutez, comme vous avez la chance de pouvoir aller sur celui de la Deutsche Bahn, allez-y. En revanche, quand il s'agit de réserver un train, allez sur celui de la SNCF. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus se défendre. C'était une réalité, mais une réalité qui n'était pas connue que par les associations de consommateurs, mais par, finalement, tous ceux qui voulaient voyager. Et donc ça a complètement changé l'ampleur du débat qui n'était plus du tout entre spécialistes, j'allais dire, mais qui était un débat partagé. Donc l'accès à l'information, ça ouvre complètement le champ de jeu. Ce que fait l'accès à l'information aussi, c'est que ça donne quelque chose qui a une valeur formidable, c'est que ça donne de l'autonomie aux clients. Et il faut voir qu'avoir de l'autonomie, c'est-à-dire c'est moi qui décide de ce qui a de la valeur pour moi et de ce qui n'en a pas, est quelque chose d'irrésistible. Quand on est dans un système de production et quand on regarde du côté du producteur, de fait, sans avoir une intention maligne, on décide de ce qui est bien pour le client. On décide de ça c'est moi qui vais lui donner, ça il peut le faire tout seul. Et quand on a la révolution numérique, en fait c'est le client qui décide lui-même de ce qu'il a envie de faire tout seul. Et cette capacité
à finalement prendre le pouvoir de l'autonomie, elle est formidable. Alors après, il faut en prendre le meilleur, mais je vais vous expliquer aussi que ça a quelques non pas inconvénients, mais ricochets, et quelques exemples. Sur la révolution d'Internet, par exemple, pourquoi la SNCF, en son temps, a été la première à créer un site de réservation sur Internet? C'est parce qu'en fait, tous les voyageurs nous disaient ça n'a vraiment aucun intérêt d'acheter un billet de train. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voyager, c'est de prendre un train pour aller d'une ville à l'autre. Acheter un billet de train, c'est une contrainte que l'entreprise nous donne. Il faut que j'ai un billet de train pour monter dans le train, autrement, il y a le contrôleur qui va me donner une amende. C'est une contrainte que vous imposez, et donc en fait, vous devez vous débrouiller pour que cette contrainte soit la plus légère pour moi. Et plus je le fais de chez moi, à domicile, et moins je suis obligée de me coltiner la queue au guichet de vente, plus je trouve naturel que l'entreprise propose ça. Et ça, c'est une autonomie et c'est une liberté que les voyageurs ont prise immédiatement. Exactement pareil, quand on dit donner de l'autonomie, c'est quand vous êtes en mobilité dans l'univers du transport, maintenant vous savez tout le temps quel va être le retard du mode de transport. Vous êtes sur un quai de métro à Paris. Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça à Nantes. Vous êtes sur un quai de métro à Paris. Enfin, moi qui suis de naturel assez impatient, je suis la première à le vivre. Dès que je suis sur le quai du métro, s'il n'y a pas tout de suite le fait que mon RER ou que mon métro va mettre 2 minutes, 3 minutes ou 4 minutes, mais je piaffe. Il y a 10 ans, on ne le savait pas. On avait un petit morceau en papier dans lequel on avait l'horaire théorique. Et on attendait, avec plus ou moins d'ailleurs de patience. Et maintenant, c'est devenu complètement une information qui fait partie du quotidien. Et quand on ne l'a pas, on trouve ça anormal de ne pas l'avoir. Donc en fait, cette information qui donne de l'autonomie, je vais pouvoir avertir que je suis en retard à mon rendez-vous, que je suis en retard à mon déjeuner. Voilà, quand on a des enfants et qu'on sait qu'ils peuvent nous dire pourquoi ils sont en retard, ça nous apaise aussi dans la relation parent-enfant. Enfin, quelquefois, on en abuse dans l'autre sens, mais on voit ce que l'information qui est donnée donne comme possibilité, j'allais dire, d'autonomie et de côté très adulte et très responsable dans la relation. Ça crée de la responsabilité, ça crée de l'impatience. Et quand je dis ça crée de l'impatience, c'est que moi j'avais vu tout de suite, et dans toutes mes responsabilités, je l'ai vu, un client, un usager, selon ce qu'il va consommer, entre guillemets, ne va pas comparer une entreprise à l'autre. En fait, il va comparer un processus, il va comparer une situation l'un à l'autre. Si je prends un univers de comment je tolère l'attente pour avoir un service. Une file d'attente dans un bureau de poste, une file d'attente au bureau de sécurité sociale, une file d'attente pour aller acheter quelque chose n'importe où. Mais vous vous rendez compte, et vous le faites vous-même, que vous allez comparer comment les entreprises entre elles se débrouillent pour vous permettre d'attendre le mieux possible. Et je connais vraiment que Disneyland qui a su faire de la file d'attente un lieu où on commençait l'expérience. Mais il faut s'en inspirer, hein. C'est-à-dire on commence l'expérience et même on commence le chiffre d'affaires dans une file d'attente quand on est dans les lieux dans lesquels on sait qu'on va attendre. Et on passe son temps à comparer. Alors la contrepartie de l'accès à la technologie. Je vais aller très vite là-dessus, mais on est tous finalement des entreprises, on a envie de maîtriser nos coûts. La contrepartie, c'est qu'on fait travailler le client beaucoup gratuitement. Et ça, c'est quand même un truc formidablement réussi. Parce que petit à petit, on va vous dire, on nous dit, eh bien, on est en expérimentation, et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir faire telle ou telle démarche sur Internet. Et puis petit à petit, ça devient, vous n'avez plus qu'une solution, de faire de bout en bout votre démarche sur Internet. Alors, selon les services publics dans lesquels vous êtes, le rythme va être plus ou moins rapide. Mais en fait, on voit bien qu'il y a une contrepartie qui est, vous avez de l'autonomie, et donc on va partager
le fait que ça va être du gagnant-gagnant et que moi, producteur, je vais faire des économies. Regardez le site des impôts. Au début, c'était, si vous le voulez, aller sur Internet. Après un petit effet financier, on avait quelques dizaines d'euros quand on faisait la déclaration sur Internet. Après, on a gagné quelques jours et maintenant, ça devient très souvent complètement obligatoire de le faire de bout en bout. Et s'il n'y a pas accès à Internet, eh bien, il y a des zones dans lesquelles on va donner accès à Internet, dans des bureaux partagés, dans la ruralité, pour qu'il n'y ait pas la fracture numérique. Donc vous voyez qu'il y a à chaque fois des contreparties. On n'est pas du tout dans un monde qui est complètement généreux au service du libre accès de l'information aux citoyens. On est dans... Et c'est normal, hein. Chacun trouve ses équilibres. On en parlait tout à l'heure avec Anne-Marie, chacun trouve ses équilibres. Une tarification en contrepartie d'une baisse des coûts de production, là, un libre accès en contrepartie, tu vas faire quelque chose de ton autonomie et tu vas travailler tout seul. Enfin, pour tous ceux qui ont réservé leur voyage sur Internet, on se dit que si on calcule le prix de nos heures de travail ou de week-end à préparer un voyage, on se dit finalement, ce qu'on payait à une agence de voyage n'est pas si cher que ça. Et voilà, et c'est un formidable déplacement qui s'est fait. Mais là où je voulais insister auprès de vous, très sérieusement, parce que il faut l'anticiper quand on est en responsabilité de professionnel, c'est que l'irruption de ce savoir partagé change complètement la relation avec les professionnels et peut mettre les professionnels dans une situation de difficulté grande, de malaise, de détresse. Je suis sûre que vous en avez vécu et je voulais vous donner trois exemples que vous avez certainement pratiqués à divers titres. Regardez maintenant quand vous allez acheter un appareil électroménager ou surtout un appareil de nouvelle technologie, que vous ne l'achetez pas sur Internet, vous avez fait votre démarche sur Internet et vous allez conclure votre achat chez Darty. Vous voyez quel est le niveau d'expertise que doit avoir le vendeur de chez Darty pour supporter la discussion avec un expert qui est en face de lui, qui a comparé tous les sites, comparé tous les niveaux de technologie, comparé tous les prix. Il l'a fait de manière internationale. Et vous voyez dans quelle situation se trouve ce vendeur et c'est pas vrai que pour le vendeur de Darty, c'est en général vrai pour toutes nos entreprises de services. Les personnels qui sont en contact avec la clientèle sont les personnels qui ont le plus petit niveau de diplôme. Un vendeur n'est pas bien payé. Un agent de la SNCF qui vend des billets ou qui est contrôleur ou qui est agent d'escale n'est pas bien payé. Ce sont des gens qui ont un petit niveau de diplôme et qui ont une responsabilité énorme qui est celle de la relation avec le client et donc de la réputation de la marque. Donc vous voyez les paradoxes dans lesquels on est. C'est que ces, entre guillemets, personnes qui sont en contact tout le temps, ils peuvent se prendre une violence de la relation et qui est insupportable pour tout professionnel, c'est se sentir incompétent. Ça explique tous les conflits sociaux que vous pouvez avoir. Hein. C'est-à-dire que le conflit social, souvent, exprime un grand malaise de « mais tu m'as mis dans une situation dans laquelle le renvoi d'image sur moi est que je suis un nul alors que je suis un bon professionnel ». Et alors, pour donner quelques exemples, le vendeur de chez Darty... Vous avez dû le vivre, enfin, voir quelquefois leur détresse. D'ailleurs, quand vous regardez le rajeunissement de la moyenne d'âge en fonction des produits que vous achetez, sauf au rayon bricolage du BHV, où il continue à y avoir des vendeurs très âgés, très expérimentés et très compétents. Je crois que c'est le seul lieu où la moyenne d'âge doit être supérieure à 50 ans. Autrement, c'est la course, j'allais dire, au jeunisme, et c'est pas facile. Un autre exemple. Les contrôleurs de la SNCF que j'ai bien connus. Votre train est en retard. Tout le monde a sur son appareil des informations très détaillées sur ce qui est en train de se passer, soit sur le site lui-même de la SNCF, selon que vous êtes abonné, etc., soit parce que vous avez des amis qui sont en gare et qui sont capables de vous dire... Enfin bref, vous voyez bien comment vous faites quand vous voyagez. Vous allez sur vos propres applications et vous interrogez la terre entière de vos proches pour savoir qu'est-ce qui se passe. Le contrôleur, lui, comme information, et encore maintenant, il a un appareil numérique,
il n'y a pas si longtemps. Il y a 10 ans, il ne l'avait pas. Alors qu'il y a 10 ans, il y avait déjà des appareils et des smartphones dans la poche des voyageurs. Eh bien, il avait ce que le système de la production lui donnait comme information. Et en permanence, il se trouvait devant des voyageurs qui avaient plus d'informations que lui sur les raisons du retard et sur la durée du retard. Et il y avait quelque chose d'extrêmement important. Moi, à l'époque, j'étais en charge de tous les personnels qui étaient en contact avec les clients. Et je passais mon temps à leur dire, quand le train est arrêté ou en retard, prenez la parole pour dire ce qui se passe. Même quand vous ne savez pas, prenez la parole. Et il y avait une résistance considérable. Et donc, au début, on s'impatiente, quand même, c'est incroyable, il faut les former à la prise de parole. Mais le sujet de les former à la prise de parole, c'était pas du tout comment je parle dans un micro, c'était qu'en fait, ils ne supportaient pas de ne rien avoir à dire. Ils ne supportaient pas d'avoir à dire une information qui était incomplète et peut-être pas juste et qu'il faudrait contredire un peu plus tard. Parce qu'en fait, ils avaient été élevés comme ça, que c'est une entreprise sérieuse, qui, quand elle parle, dit des choses sérieuses, qui sont éprouvées, et que là, on changeait le contrat, j'allais dire, on leur demandait de faire autre chose, très utile pour le voyageur, mais qui les mettait dans une situation très, très difficile. Pour être dans un domaine médical, c'est exactement ce qui se passe dans un domaine médical, quand les professionnels de santé, les médecins surtout, voient arriver des patients qui ont passé des heures à regarder sur Internet quelle peut être la raison du symptôme qu'ils sentent chez eux, et quand la maladie est diagnostiquée, qui ont tout regardé, les médicaments, la prise en charge, etc. Et donc là, on voit bien, et les médecins le disent eux-mêmes, ils s'impatientent et ils se disent « mais comment je peux débarrasser de la relation des tas d'informations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas professionnelles ?» Et ça pose la question de la valeur ajoutée. Ça pose la question de « mais quelle est ma valeur ajoutée de médecin ? Quelle est ma valeur ajoutée de professionnel ?» quand finalement les gens arrivent avec autant d'informations, voilà, et se pose la question de la labellisation de la qualité des informations, sujet qui est encore complètement ouvert. Mais là, pareil, le professionnel qui voit en face de lui un patient qui arrive dans une situation de connaissance complètement différente d'il y a 15 ans, ça change complètement le rapport de force. Hier, le professionnel était le sachant. Aujourd'hui, l'usager, au sens large du terme, a un savoir partagé. Et ça, c'est irrémédiable. Il faut juste, quand on est en responsabilité de personnel, eh bien, il faut y faire attention pour aider à faire cette évolution et cette transformation. Et enfin, je voudrais terminer sur un propos qui est de dire que tout ça est irrésistible. On peut avoir une opinion en disant c'est bien, c'est pas bien, ça va vite, ça va trop vite. Enfin, moi, je trouve que les choses ne vont jamais assez vite, mais en tous les cas, il est clair que la question du rythme avec lesquels les choses se transforment est en train de changer complètement et que la décision du rythme a changé. Parce que ce sont d'autres entreprises qui mettent en place des outils qui permettent de donner l'accès à l'information de manière libre. En général, vous les connaissez, c'est les GAFA, voilà, des grandes entreprises qui ont énormément de moyens et qui sont en train d'ouvrir complètement l'accessibilité au monde des données, avec plus ou moins d'éthique, mais de toute manière, c'est comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Et pourtant, de temps en temps, on veut refuser. Je vous raconte un peu une anecdote. Quand je suis arrivée à l'assistance publique à fin 2010, c'était pas le début, mais il y avait eu la première publication, vous savez, du palmarès des hôpitaux dans un grand journal que l'on connaît. Et je suis arrivée dans une équipe médicale absolument révoltée, en disant tout ça c'est n'importe quoi, c'est absolument pas scientifique. D'ailleurs, nous on n'a pas répondu. Je dis ah bon, vous n'avez pas répondu? Et je dis alors? Ah ben alors, il n'y a aucun hôpital de l'assistance publique dans le palmarès. Alors là, ma casquette un peu patronne d'entreprise, je dis mais c'est très bien d'avoir des principes, mais tout le monde achète ce grand journal
Et si, au nom de vos principes, il y a simplement qu'il n'y a pas un seul hôpital de l'assistance publique dans aucune des disciplines qui apparaît, et il y a pas de, et il y a une toute petite astérisque au tout début disant que l'assistance publique n'a pas voulu répondre. Vous voyez en termes d'image ce que ça peut donner. C'est pas, les gens n'ont pas compris que c'était les scientifiques de l'assistance publique qui avaient trouvé que c'était suffisamment important pour pas répondre. C'était, mais c'est incroyable cette arrogance. L'assistance publique, d'ailleurs, on sait bien qu'ils sont arrogants et qu'ils sont trop gros. Et voilà, on a eu droit à tout quand même. Hein. Et ça m'a frappée parce que je comprenais pourquoi. Dans l'équipe médicale, une chose aussi importante que le classement médical d'organisation, etc. Et je leur ai proposé que l'année d'après, on ne fasse pas pareil, que si effectivement il y avait un vrai sujet professionnel sur comment on fait les critères, qu'on aille en amont voir les journalistes, qu'on essaie d'expliquer pour nous quelles sont les précautions de méthode qu'il faut prendre. On serait écouté, pas écouté. On pourrait faire un droit de réponse en faisant un encadré méthodologique en disant voilà ce que c'est. Mais ne pas répondre n'était pas possible. Et voilà, maintenant on n'en parle plus de cette affaire. Le classement est quand même regardé par tout le monde. Et d'ailleurs, les indicateurs se sont enrichis. Ils sont beaucoup moins frustres qu'au début. Et ils se sont enrichis grâce à j'allais dire, de la co-construction entre des professionnels et des journalistes qui ont appris à, je pense, essayer de trouver quelque chose qui était des indicateurs plus légitimes pour tout le monde. Et ça, c'est un sujet très important. Un autre sujet sur on ne peut pas résister, c'est que quand vous avez une information fausse qui diffuse sur les réseaux sociaux, avec un risque de réputation considérable pour l'entreprise, c'est pas la peine de dire tout ça, c'est du bullshit, c'est des mauvaises informations. C'est parti comme sur une toile cirée. Et vous le savez. Et quand on est dirigeant, on ne peut pas ne pas parler. Ça a complètement changé, ça aussi. Moi, je faisais plutôt partie des dirigeants qui disaient qu'il fallait être complètement concentré sur l'action, sur l'accompagnement de ses personnels, sur la mise en place de produits innovants et pas passer trop de temps à parler dans les médias. On ne peut plus faire ça quand on est dirigeant aujourd'hui. On ne peut plus ne pas parler. Parce que si vous ne parlez pas, il y en a d'autres qui parlent à votre place et qui en plus disent des choses qui ne sont pas bonnes. Donc c'est d'une certaine manière une espèce de terrorisme qui est en train de se mettre en place et qu'il faut accepter comme tel parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc la question c'est comment on fait au mieux nos responsabilités dans un monde qui a changé pour le meilleur, quelquefois un peu pour le pire, mais pour le meilleur. Et donc les meilleures manières de faire, Anne-Marie en parlait tout à l'heure en disant un patient éduqué qui a de l'information peut participer mieux à sa propre santé bien sûr et à la co-construction de solutions. Et c'est vraiment cette co-construction qui est possible. Je voudrais vous donner quelques exemples, je terminerai là-dessus. Quand vous dites que le système d'information, c'est quelque chose qui peut aller de manière très moderne dans le bon sens, vous voyez même dans le domaine public, ce qui a été créé, c'est des hackathons. Je ne sais pas si vous faites des hackathons de la santé, mais moi j'en ai vu, qui étaient formidables, c'est-à-dire des lieux dans lesquels, à un moment, rassemblés, sont à la fois des usagers, des producteurs, des économistes, enfin bref, qui veut, et participe sur une base de nouvelles technologies, à la construction de solutions nouvelles qui sont testées et qui sont élaborées avec une boucle test and learn très rapide. Et moi, j'ai vu des hackathons dans lesquels on a été capable de changer complètement l'accès à un bureau de sécurité sociale avec plus de file d'attente un samedi matin. J'ai vu dans le site des impôts le fait de tous les petits jeunes qui étaient des geeks bien connus, pas du tout appartenant au système des impôts, qui ont proposé des méthodes pour faire la chasse aux fraudeurs internationaux. Et en une journée, ils ont été capables de construire des systèmes absolument extraordinaires. Je pense que ça a fait gagner des centaines de millions d'euros à la France. Et en fait, c'est... on prend le meilleur des compétences de ceux qui veulent co-construire pour construire des choses pour la chose publique. Et je trouve que ça, c'est très important. Dès que vous pouvez faire des labs, dès que vous pouvez, pour de vrai, faire participer le citoyen, il faut le faire. Et si on avait le temps, je pense qu'il faut changer et le mot et le contenu de ce qu'on appelle la démocratie sanitaire.